Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'enseignement scientifique. C'est la première d'une longue série consacrée à cette discipline nouvelle que les élèves ont pu découvrir à la rentrée de septembre 2019 en classe de première générale, mais qui va se prolonger en terminale générale. Cet enseignement pose d'emblée un problème, c'est à qui il appartient. Aux profs de sciences, oui, mais lesquels? Profs de physique-chimie, profs de SVT, prof de mathématiques en théorie, même si aucun, à ma connaissance, n'a choisi d'y enseigner. Le souci, c'est que l'enseignement scientifique, c'est pas des SVT et c'est pas de la physique. La volonté de ce programme, c'est de vous enseigner la science. Mais sauf que la science, ça n'existe pas. Non, il y a des sciences, mais il n'y a pas la science. Et chaque science a son propre langage. Le biologiste cellulaire, le biologiste moléculaire, le biochimiste, le généticien des populations, le médecin, le kinésithérapeute, le pharmacien, le vétérinaire, personne ne parle exactement le même langage. Et chacun a sa façon de voir le monde. Les Grecs disaient ria pour voir, et le monde, ou divin, ou cosmos, c'est théos. Théos ria, c'est la théorie. La façon de voir le monde, elle change en fonction de votre discipline. Et du coup, si on veut avoir un langage qui se veut universel, au moins le plus universel possible, c'est pas évident. Du coup, j'ai envie de dire que ce qui compte dans cet enseignement, c'est pas tellement le contenu, mais c'est plus la méthodologie, la façon avec laquelle on raisonne. Alors, ce raisonnement, en sciences expérimentales en particulier, mais en mathématiques aussi, pas en sciences humaines par contre, il est marqué par une caractéristique principale, c'est que tout ce qu'on dit est réfutable. Ça veut dire qu'on peut démontrer qu'on a tort. Et j'ai envie de dire qu'on n'a qu'une seule certitude en science, c'est ce qui n'est plus vrai aujourd'hui. Par contre, ce qu'on considère comme étant vrai, on est pratiquement certain que ce n'est que provisoire. Oui, parce qu'un jour on démontrera qu'on s'est trompé. Et on pourra affiner les choses. Alors je vous enlève tout de suite une idée de la tête. Vous pourriez me dire, dans ce cas-là, ça ne sert à rien de faire de la science, puisque la science, en fait, amène toujours à des résultats qui seront discutés. Oui, c'est vrai. Mais dans ce cas-là, il faudrait croire au miracle pour que tout ce qu'on a autour de nous, là, fonctionne en ce moment. Ces lampes, qui sont alimentées par de l'électricité qui provient d'une centrale nucléaire qui se trouve à plusieurs dizaines de kilomètres. Cet appareil photo là qui est en train de transformer en ombre mon image animée avec le son et qui vous le retransmet chez vous via YouTube qui se trouve aux États-Unis. Si tout ça fonctionne alors que la science se plante tout le temps, alors c'est un miracle. Non, en fait, le plus raisonnable, c'est de penser comme ça. La science, c'est l'art de dire le vrai provisoirement. Mais ce vrai dépend d'une argumentation solide, d'une méthode qui, elle, ne change pas par contre. La science a une méthode qui est toujours la même depuis au moins 2500 ans. Alors pour comprendre comment les scientifiques raisonnent, je vais vous proposer de prendre un exemple, n'importe lequel. Un exemple de problème qui se pose aux scientifiques et qu'il va falloir résoudre, mais uniquement par le raisonnement. Alors le problème que je vous propose de résoudre ici, il a à voir avec la position des planètes dans le système solaire. On part de l'idée que le système solaire a un centre qui est grosso modo le Soleil à peu près et des planètes au nombre de 8 lui tournent autour. Ces planètes, c'est Mercure, Vénus, la Terre avec son satellite la Lune, c'est Mars, ensuite il y a un vide, il y a Jupiter ici avec ses satellites, j'en ai dessiné quelques-uns mais il y en a plus, Il y a Saturne avec ses anneaux provisoires, d'ici 200 millions d'années il y a peu de chances qu'ils soient encore là. Là, plus rien, et puis ensuite là, Neptune. Je sais qu'il existe une 8e planète qui s'appelle Uranus et qui se situe là par là. Mais j'ai pas de télescope suffisamment précis pour déterminer sa position, ni pour le voir d'ailleurs. Donc du coup, il va falloir que je trouve la position d'Uranus uniquement par le raisonnement. Alors comment on fait? La première chose à faire, c'est de saisir des données. Mais pour saisir des données, c'est-à-dire des distances de planètes, comme vous les avez là, distance au Soleil de Mercure, de Vénus, il faut absolument une méthode. Comment on fait pour savoir que Mercure se trouve à 58 quoi au fait 58 millions de kilomètres. Je vais le noter, grand M, kilomètres. Mais je pourrais aussi l'écrire 10 puissance 6 kilomètres, c'est-à-dire 1 million de kilomètres. Comment je fais pour savoir ça?
Alors, je vous montre ici le principe de la mesure. Ça, on reconnaît c'est Saturne avec ses anneaux. Ce qu'on cherche, c'est cette distance-là, la distance entre le Soleil et la planète Saturne. Je la connais pas. Je connais pas non plus cette distance-là. Ça, c'est la distance entre la Terre, qui est dessinée avec ce point rouge là, et Saturne. Donc ça aussi, c'est une inconnue. On va la noter H comme hypoténuse d'un triangle rectangle que je peux tracer comme ça avec le Soleil au centre. La Terre tourne autour du Soleil. Donc par exemple ici, mettons qu'on soit au 1er janvier. Là, on est 6 mois plus tard, donc on est au 1er juillet. Okay. La distance qui sépare la Terre du Soleil, c'est ce qu'on appelle une unité astronomique, 1 UA, et en kilomètres, ça donne 150 millions de kilomètres. Donc, je sais quelle est la base de mon triangle rectangle, c'est 150 millions de kilomètres. Okay. Ce qui me manque, en fait, c'est de connaître l'angle qui se trouve ici, là. Si j'arrive à mesurer cet angle, qu'on appelle l'angle de parallaxe, connaissant simplement la loi du sinus, la définition d'un sinus, je pourrais déterminer D, sachant cet angle et la valeur de l'hypoténuse. L'hypoténuse, il faut que je la détermine avec le cosinus, mais là je connais ici cette valeur, donc je peux trouver H. L'angle de parallaxe, c'est quoi? C'est l'angle que je vois avec mes yeux ou avec un capteur plus performant entre la position de Saturne au 1er janvier et la position de Saturne au 1er juillet, là, par rapport à des étoiles fixes qui se trouvent beaucoup plus loin. Cet angle-là, il peut se déterminer. Et si on le détermine précisément en degrés d'angle, alors à ce moment-là, je peux déterminer cette distance D, je peux trouver donc la position de Saturne. Alors ça a l'air simple, mais en fait ça l'est pas parce que Saturne bouge, se déplace, en même temps que la Terre se déplace, et du coup le problème est plus complexe qu'il n'y paraît. Et en plus, la Terre ne se déplace pas en cercle, elle se déplace en ellipse, et Saturne aussi. Donc si on rentre dans la complexité, on va se rendre compte que c'est pas aussi simple, mais on va oublier pour l'instant parce que mon projet c'est pas celui-là. Ce que je veux, c'est positionner toutes ces planètes sur cet axe. Et alors ce qu'on remarque, c'est qu'il y a quelque chose, une distance qui semble augmenter de plus en plus entre chaque planète. Là j'ai 50 millions de kilomètres entre les deux, ensuite j'ai pas loin de 50 millions de kilomètres, après j'ai un peu plus. Là par contre il y a un trou bizarre, après j'ai Jupiter, Saturne. En gros là j'ai envie de mettre Uranus quelque part par là, mais je ne sais pas où exactement. Alors comment on fait pour trouver? Eh bien, il y a deux méthodes. Soit on regarde simplement les chiffres, là, et on essaie de trouver une progression, ce qu'on appelle une suite arithmétique ou géométrique en mathématiques. Je vous le montre, mais après. D'abord, je vais vous proposer une représentation graphique en 2 dimensions. Alors, la représentation graphique, je la propose comme ça. Là, ici, je mets les distances au Soleil des planètes en millions de kilomètres. Et ici, leur position, simplement les numéros. Donc 1 c'est Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne et Uranus. Comment je fais pour trouver la position d'Uranus? Je sais qu'elle doit se trouver quelque part par là, entre ces deux planètes-là. Eh bien, on n'a qu'à remarquer. Ici, les points semblent se suivre. Clairement, ils se suivent. On a envie de représenter cette suite de points sous la forme d'une courbe. Alors attention, parce que cette manipulation, elle a un sens en mathématiques. On passe d'enregistrement discret, discontinu, des mesures ponctuelles, à quelque chose de continu, un modèle que je vais tracer avec ma craie en blanc par-dessus. Alors mon projet, c'est à main levée, je ne le fais pas avec une règle parce que ce n'est pas une droite, de relier les points en faisant une courbe la plus simple possible. Voilà, parce que je pourrais aussi faire une courbe comme ça entre chaque point, bien sûr, hein. Mais ça, c'est pas harmonieux. Et en science, on élimine, on va toujours au plus simple. Déjà, c'est un premier choix, ça. Et là, simplement comme ça, j'ai plus qu'à positionner ma 7e abscisse pour en trouver une image, ce qu'on appelle Y en mathématiques. Donc, c'est simplement le produit d'une fonction mathématique. Et là, j'arrive et je lis une position qui se situe aux alentours de 2500 millions de kilomètres, quelque chose comme ça. Alors, cette construction graphique, vous pourriez me faire 2 reproches. D'abord, c'est le choix de ma courbe, il n'y a rien qui dit qu'elle soit comme ça, et non, il n'y a rien qui dit qu'elle soit comme ça. Et puis, il y a autre chose, c'est ma précision, elle n'est pas bonne. Là, fait à la main, et même avec un papier millimétré, je ne vais pas arriver à obtenir quelque chose de vraiment parfait.
Donc c'est là que l'outil numérique est utile. On part sur un écran d'ordinateur et on va utiliser un logiciel de base, c'est Excel parce que vous savez l'utiliser au lycée. Et on va représenter tous ces points sur une courbe. Allez, c'est parti, on y va, on va regarder. Donc voilà, j'ai déjà positionné mes 8 planètes, je complète leur distance en millions de kilomètres. Alors là, en plus, ce que je fais, je vais rajouter Pluton, comme ça on va gagner en précision. Plus je rajoute de points, plus je serai précis. Maintenant, je prends tous ces points et je vais construire un graphique en 2 dimensions sous la forme d'un nuage de points. C'est-à-dire que je ne construis pas de courbe au préalable. Je vais regarder ce que je peux construire comme courbe avec ça. Alors grâce à Excel, on peut rajouter une courbe de tendance. On fait clic droit là sur mon petit carré. Je fais ajouter une courbe de tendance. Et là, je vois que j'ai plusieurs modèles qui me sont proposés. Par exemple, le modèle linéaire. Alors c'est une droite. On voit tout de suite que ça ne colle pas. Pour s'en rendre compte, il existe un outil qu'on appelle le coefficient de régression ou coefficient de détermination qui permet de vérifier la validité de cette équation qui s'affiche, une équation affine, sous la forme de y égale ax plus b. Donc je clique sur coefficient de détermination et je vois que le r carré est de 0,82. C'est très mauvais. Plus on se rapproche de 1, et mieux c'est. Il faudrait être proche de 0,99 pour que le modèle soit correct. Alors changeons de modèle. On enlève le linéaire qui n'est pas bon. On passe au logarithmique. Voilà, c'est pire. On a un r carré de 0,56, c'est mauvais. On passe à une loi de puissance. Bon, on s'est approché, c'est mieux, 0,88 à peu près, mais c'est quand même pas satisfaisant. On essaye une loi polynomiale au second degré, c'est-à-dire en x2. Et là, on a une équation qui fonctionne assez bien. Avec les coefficients qui sont calculés là, j'ai une équation qui donne un coefficient de régression à 0,99, c'est-à-dire que je suis très près de la réalité. On voit que tous les points sont quand même pas sur la courbe, hein, mais on est quand même pas mal. Voilà maintenant l'exponentielle. L'exponentielle, elle s'approche très bien aussi, on est un peu moins bon, on est à 0,98. Alors, ces modèles-là, on va voir si ils sont performants. Ce que je vais vous proposer, c'est de placer le 7e point en fonction de l'équation qui s'est écrite là-haut. Prenons le modèle polynomial qui avait l'air de mieux fonctionner. Et on reprend l'égalité. Alors, à la 7e case, enfin la position A8, j'ai 142,36 fois A8 au carré, donc je fais 2 fois A8, moins 705,06 fois à nouveau A8, et plus 793,03. Et là, j'obtiens 2833,25 millions de kilomètres. Et là, on est complètement sur la courbe. Et là, vraiment, c'est pas mal, hein, avec une loi comme ça. Alors, vérifions sur Google, pour voir si on n'est pas loin. La position d'Uranus, eh bien, vous voyez, c'est 2870 millions de kilomètres, ou 2,87 milliards de kilomètres. Et voilà, on n'est pas loin, là. Là, le modèle a permis de prévoir la position d'Uranus. Alors, arrivé à ce stade, vous pourriez me reprocher d'avoir positionné Uranus ici, sans l'avoir justifié. C'est-à-dire, comment je fais pour savoir qu'il y avait une 7e planète là? Et pourquoi il n'y aurait pas une autre planète entre 6 et 7 là? Comment en fait j'ai fait pour savoir qu'entre ces deux planètes là, il en manque bien une? Quand on regarde ici ce dessin en une dimension, en fait on se rend compte déjà. On se rend compte que là il y a un problème, ici il manque quelque chose, et là il manque quelque chose. Oui, en fait là aussi il y a un truc qui ne va pas, il y a un trou bizarre là. Si on regarde uniquement mathématiquement cette suite de nombres, on peut en déduire une suite qui prévoit la position de chacune des planètes. Alors cette suite, elle a été déterminée dès les années 1770, elle ne date pas d'aujourd'hui. C'est un scientifique qui s'appelle Titus et qui a proposé que la position en unité astronomique de chaque planète, c'était égal à 0,4 plus 0,15 fois 2 exposant n, où n est la position de la planète. Et en faisant ça, on réalise qu'on place très bien Vénus. Mercure, c'est plus difficile. Pour la première, la suite ne marche pas très bien. Mais Vénus, ça marche. La Terre, ça marche. Mars, ça fonctionne. Mais là, ah non, il y a un problème. Il y a un problème, on devrait avoir une planète ici à environ 400 millions de kilomètres, c'est-à-dire là précisément. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a braqué tous les télescopes sur ce secteur-là pour essayer de voir s'il n'y avait pas une planète. J'avais un de mes anciens profs qui disait « En science, on ne trouve que ce qu'on cherche ».
Et c'est vrai la plupart du temps. Et là, il doit y avoir quelque chose. Et on a trouvé quelque chose. On a trouvé à 414 millions de kilomètres une petite planète qui s'appelle Cérès. Alors vous la connaissez pas parce que les astronomes ont refusé de la qualifier de planète. Parce que sa taille est trop petite. Elle est plus petite que la Lune. En fait, c'est juste un astéroïde compris dans une ceinture d'astéroïdes et qui se situe là. On a longtemps pensé que c'était une planète détruite. Et en fait, non, la quantité de masse est insuffisante pour qu'on puisse parler de planète. Donc, oui, il y a de la masse, mais ça ne correspond pas tout à fait à une planète. Et du coup, c'est tout ce que je viens de vous dire là qui peut être remis en question. En effet, cette loi mathématique qui permet de positionner des planètes, elle dépend en fait intimement de notre connaissance du système solaire. C'est-à-dire que c'est le serpent qui se mord la queue. Le modèle ne peut prévoir que ce que nous avons déjà vu. Et au final, la loi de Titius-Bode, elle n'est plus du tout enseignée. Et si vous interrogez vos professeurs, vous verrez qu'ils ne la connaissent même pas. Moi non plus d'ailleurs, je ne la connaissais pas, j'ai dû regarder sur Wikipédia parce que j'avais remarqué ça, mais je ne savais pas quoi en faire. Et en fait, je n'ai pas été le seul, on était très nombreux à remarquer ça, mais ça ne nous explique rien. En fait, cette loi est bien mathématique, le raisonnement que nous avons fait est bien scientifique, mais on arrive à un échec, qui est l'intégration de la loi dans une théorie explicative. En effet, la position des planètes, là, elle est complètement aléatoire. Elle est comme ça, mais elle aurait pu être autrement. Quand le système solaire s'est formé, les agrégats de matière se sont répartis en des points plus gros qu'on appelle des planètes, mais de manière chaotique. On aurait très bien pu avoir autre chose que ça. Donc la loi ne nous explique pas le monde. Et je trouve que c'est assez intéressant de commencer comme ça. Montrer les limites de la science. La science a un raisonnement infaillible. On part de données qui ont été obtenues grâce à des méthodes relativement sûres. On complète les données en utilisant des modèles. Les modèles, c'est la courbe en blanc, là, ici, c'est-à-dire c'est une loi. Et on voit ensuite si on arrive à s'intégrer dans une théorie plus large. Et si on n'y arrive pas, on abandonne la loi. La loi de Titius-Bode, qui permettait de placer les planètes, j'en parle au passé, parce que c'est fini, elle n'est pas considérée comme une loi d'intérêt en sciences. Ne soyez pas déçus, restez, je vais vous proposer maintenant un cas où ça marche dans une deuxième partie.